Bonjour et bienvenue à l'émission Aux côtés des proches aidants. Aujourd'hui, nous parlons du testament ainsi que du mandat en cas d'inaptitude. Ces deux documents sont d'une grande importance, même pour les gens peu fortunés et ceux en parfaite santé. Savez-vous pourquoi? Pour connaître la réponse et en apprendre davantage, nous avons la chance de recevoir une notaire, Maître Roxane Gingras. Allons tout de suite la retrouver. Bonjour, Maître Gingras, vous allez bien? Oui, bonjour, Madame Gourde, vous aussi? Oui, merci. En fait, vous êtes notaire. Oui, c'est bien ça. Je suis notaire à Victoriaville, donc je travaille dans l'étude Lévesque, Jutras, Pelletier, Bergeron, Lagacé, Gingras notaire. Donc, on est 6 notaires dans l'étude. Pouvez-vous nous parler brièvement en quoi consiste votre profession? Oui, en fait, le notaire est appelé quotidiennement à assister les gens dans les moments importants de leur vie. On n'a qu'à penser, par exemple, à la venue d'un enfant, l'achat d'une première maison, l'acquisition d'une entreprise, également tout ce qui est testament, mandat en cas d'inaptitude et inévitablement, bien, tout ce qui entoure le décès d'une personne. Justement, quand on parle de testament et de mandat d'inaptitude, est-ce que vous pourriez prendre un peu de temps pour nous l'expliquer, s'il vous plaît? Oui, donc en fait, je vais commencer par vous parler du testament. Il faut savoir qu'il y a différentes sortes de testaments qui peuvent être valides au décès d'une personne. Donc, tout d'abord, il peut y avoir au niveau d'un contrat de mariage une donation à cause de mort qu'on appelle. C'est en fait l'appellation que les gens connaissent souvent au dernier vivant les biens. Donc, en fait, c'est entre conjoints qu'on peut se léguer mutuellement nos biens advenant le décès. Il faut savoir, par contre, qu'advenant le décès d'un conjoint, bien, la clause devient nulle et le conjoint survivant devra voir à faire un testament pour s'assurer que ces biens sont bien légués aux personnes qu'il désire. Okay. Il y a également testament holographe. Donc, un testament holographe, rapidement, c'est un testament qui est rédigé par la personne, donc sur une feuille chez elle, entièrement rédigé par cette personne-là. Testament devant témoin également qui est possible. Donc, c'est un testament qui est fait devant 2 témoins majeurs. Il faut savoir, par contre, que le testament holographe et le testament devant témoin doit faire l'objet d'une vérification au tribunal lorsque le décès survient. Okay. Donc, ça fait en sorte que si le dernier testament que la personne a est de ce genre-là, on devra se rendre à la cour pour le faire vérifier, s'assurer que c'est bien elle qui l'a rédigé, par exemple. Okay. Donc, moi, aujourd'hui, je ne m'attarde pas sur ces types de testaments-là. Je vais plutôt vous parler du testament notarié, donc le testament qui est reçu devant notaire. Il faut savoir que c'est un testament donc, qui a un caractère confidentiel. Donc, le notaire est tenu de conserver l'original dans sa voûte au bureau. Et c'est également un testament qui est authentique, donc ça veut dire que ça fait foi de son contenu. Donc, il n'y a pas de preuve à faire au niveau du contenu. Donc, c'est effectivement le testament là, qui, je dirais, est le plus complet. Donc, on peut, en tant que notaire, conseiller les gens, donc les guider dans les différents choix qu'ils peuvent mettre au niveau de leur dernière volonté. Parfait. Donc, rapidement, pour vous dire, au niveau du contenu, bien, on peut parler des dispositions funéraires, les différents legs, donc les personnes à qui on veut léguer nos biens. Mm-hmm. On vient nommer également le liquidateur successoral, donc c'est exécuteur testamentaire, si je peux dire. Là, oui. Certaines personnes connaissent plus l'appellation sous ce nom-là. On a également différentes clauses, donc c'est selon finalement la réalité et les besoins de chacun qu'on est en mesure de monter un testament là, vraiment personnalisé pour notre clientèle. Parfait. Puis concernant les mandats d'inaptitude, qu'est-ce que c'est? Donc, en fait, mandat en cas d'inaptitude, il y a une nouvelle appellation qu'on appelle maintenant mandat de protection, donc c'est la même chose. Okay. À ce niveau-là, ce document-là sert comme document de prévoyance, donc on le signe en prévision de notre inaptitude, donc suite soit à une maladie ou à un accident, par exemple. Donc, on vient nommer quelqu'un, un représentant, qu'on appelle un mandataire, qui va venir administrer nos biens en notre nom ou prendre soin de notre personne, donc exiger certains soins médicaux, alors qu'on n'est pas en mesure de le faire nous-mêmes. OK. Selon vous, est-ce qu'on doit attendre l'arrivée de diagnostic dans nos vies avant de penser à faire le testament
ou le mandat d'inaptitude? Non, effectivement, il faut savoir que la capacité d'une personne, donc qu'elle soit apte et lucide, se considère au moment où elle signe le document. Donc, le moment où elle signe le testament et le mandat de protection. Donc, en fait, à ce niveau-là, c'est donc très important de voir assigner ces papiers avant qu'un diagnostic donc soit prononcé. Il faut savoir que parfois, le notaire peut être appelé à demander un bien médical, donc à la personne qui désire faire son testament ou son mandat de protection. C'est dans les cas spécifiques, par exemple, une personne âgée qui commence à être confuse, que le notaire a peut-être des doutes au niveau de l'aptitude. Donc, rassurez-vous, c'est pas pour chaque personne qu'on demande un bien médical, mais c'est en fait pour s'assurer. Donc, le médecin, dans ce cas-ci, nous donne un papier disant « Madame X est apte et comprend bien la portée d'un testament et mandat de protection et est apte à signer ces documents-là. » Par contre, lorsqu'une personne décède et elle n'a pas eu le temps de faire son testament, qu'est-ce qui arrive? Oui, en fait, à ce niveau-là, il faut savoir que si quelqu'un décède et qu'il n'y a pas de testament connu, c'est la loi, donc le Code civil du Québec, qui vient nous établir les héritiers et vient nous dire au niveau des proportions. Donc, je n'embarquerai pas au niveau des explications par rapport à ça, mais sachez que de cette manière-là, peut-être que la personne qui est décédée, si elle avait fait un testament, elle aurait mis d'autres personnes comme héritiers. Donc, il faut savoir que si on n'a pas de testament, c'est la loi qui vient choisir pour nous, finalement, nos héritiers. Et à ce moment-là, on doit faire signer ce qu'on appelle une déclaration d'hérédité. Donc, comme il n'y a pas de testament dans la succession, les héritiers qui sont déclarés par la loi doivent signer un document qui vient justement les établir et nommer la personne qui va régler la succession, donc le liquidateur successoral. J'imagine que ça facilite davantage la famille lorsque la personne a pensé faire son testament. Oui, en fait, si un testament est présent, qu'il y ait un testament ou non, là, suite à un décès, il faut procéder à ce qu'on appelle aux recherches testamentaires. Donc, en fait, le but de ça, c'est d'aller rechercher. Donc, on fait une demande au niveau de la Chambre des notaires du Québec et au barreau du Québec pour rechercher le dernier testament connu. Donc, peut-être qu'on arrive à une recherche qui nous dit qu'il n'y a aucun testament. Donc, on fait, comme j'ai mentionné tout à l'heure, c'est la loi qui s'applique. Et si un dernier testament est connu, alors à ce moment-là, le notaire peut contacter donc la famille et rencontre le liquidateur. Et c'est le testament finalement qui va primer, le dernier testament qui a été fait. Fait qu'il faut comprendre que si quelqu'un a fait 8 testaments de son vivant, au décès, les recherches testamentaires vont nous sortir seulement le dernier testament. Et c'est ce document-là finalement qui va être utile pour régler la succession. Parfait. À ce moment-là, si je comprends bien, c'est très important de faire son mandat d'inaptitude parce qu'on ne connaît pas l'avenir, on ne sait pas ce qui peut exactement. arriver. Donc, en fait, le mandat de protection, c'est un document par prévoyance dans lequel on vient nommer donc une personne ou des personnes qu'on appelle un mandataire. Ces personnes-là seront appelées à administrer nos biens et s'occuper, par exemple, au niveau de notre santé, donc des soins de santé qu'on pourrait avoir besoin, alors qu'on est inapte, donc on n'est pas en mesure de le faire par nous-mêmes. Et ça nous permet de respecter nos valeurs, puis en même temps choisir des personnes de confiance. Oui, effectivement, c'est très important à ce niveau-là de choisir des personnes de confiance parce que c'est pratiquement un chèque en blanc qu'on leur donne, donc ils ont accès à nos comptes de banque, ils peuvent nous représenter, administrer vraiment nos biens, donc vendre nos biens, etc. Donc au niveau de notre patrimoine, c'est important de choisir des gens en qui on a bien confiance. Peut-on modifier les gens à qui on avait déjà décidé qu'elle allait s'occuper de nos biens? Oui, au fil du temps, c'est possible, oui, effectivement. On peut faire un amendement au niveau de notre mandat de protection. Donc, c'est possible si 10 ans plus tard, c'est plus la personne qu'on avait nommée qu'on veut qui s'occupe de nos choses, on peut, oui, procéder à un changement. Et pour une personne qui n'a ni mandat ni testament, est-ce qu'on peut faire le document en une seule rencontre? Est-ce que je dois apporter, c'est vraiment au niveau technique, est-ce que je dois apporter, je ne sais pas, un certificat de naissance ou autre lorsqu'on veut vous rencontrer? Oui, à ce niveau-là, habituellement, nous, on rencontre les gens à 2 reprises. Donc, le premier rendez-vous est vraiment pour prendre en note, donc voir avec eux au niveau de leur volonté pour le testament et le mandat en cas d'inaptitude. Le deuxième rendez-vous est en fait la lecture, les explications et la signature des documents. Et vous me parliez au niveau des documents à apporter. Bien, nous, habituellement, on demande aux gens, s'ils ont déjà un testament et mandat ancien, de les apporter, qu'on voit finalement les changements
là, qui doivent être faits. Également, au niveau des polices d'assurance-vie, donc pour un testament, c'est bien de revoir si les bénéficiaires qui sont nommés sont toujours en vigueur et que c'est toujours les bons bénéficiaires là, qui y sont marqués. Et au niveau également de preuve d'identité, donc comme notaire, on doit vérifier l'identité de la personne qui vient signer le testament ou le mandat. Okay. Donc, on demande au client 2 pièces d'identité, donc pour qu'on garde au dossier une copie finalement. Parfait. Merci beaucoup, Maître Gingras, d'avoir pris le temps de bien nous expliquer l'importance du testament, du mandat d'inaptitude, puis en même temps, on a bien vulgarisé, ça facilite la compréhension, là, parce qu'on rappelle souvent aux proches aidants comment il est important de bien se préparer. Mais merci beaucoup d'avoir pris du temps avec nous. Ça fait plaisir. Nous remercions chaleureusement Maître Roxane Gingras pour sa participation à l'émission. Nous espérons vous avoir éclairé sur l'importance du testament ainsi que du mandat en cas d'inaptitude. Rappelez-vous que ces documents notariés peuvent éviter de bien mauvaises surprises à vos proches. Faites-les rédiger par un ou une notaire le plus tôt possible. Pour une écoute, du soutien ou de plus amples renseignements, n'hésitez pas à communiquer avec l'Association des proches aidants Arthabasca-Érable au 819-795-3577. Lors de la prochaine émission, nous aborderons la question du changement de milieu de vie des aînés en perte d'autonomie, soit une étape généralement difficile pour les proches aidants. Merci d'avoir été des nôtres. À bientôt! J'avancerai au rythme de tes pas. Tu me compteras ta journée. Et des jours on en rira, mais les jours où tout sera au plus bas.